Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat placé sous le thème « Enjeu d'un nouveau dialogue politique au Congo ». La classe politique nationale est divisée sur la démocratie ou sur le respect de la démocratie en République du Congo. Pour amener les pendules à l'heure, plusieurs dialogues politiques ont été organisés par le pouvoir en place. Ces retrouvailles, pour certains, n'ont servi au pouvoir qu'à se voiler sur la face du monde. Dialogue qualifié de mascarade, puisque pour ces politiciens, rien n'a changé. Ce qui n'est pas de l'avis du pouvoir de Brazzaville, qui pense plutôt à une évolution significative de la vie démocratique au Congo. Avec moi pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Constant Ibarra-Peya, il est politologue. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à mes communautés et téléspectateurs. Juste en face de vous, nous avons l'honorable Saï. Bonsoir. Bonsoir. Député de la République. Naturellement. Et en face de l'honorable Saï, nous avons Aziz Dominique de Marseille, qui n'est plus à présenter, journaliste d'investigation. Bonsoir. Bonsoir, Melzo. Je l'ai dit tout à l'heure, enjeu d'un nouveau dialogue politique au Congo, c'est le thème de ce nouveau débat. Nous allons repartir dans un premier temps du côté de la régie pour suivre ce premier reportage que nous propose Christian Zedang Lenyongo. Mathias Ndjon, président du collectif des partis d'opposition, est monté au créneau, décrivant ainsi la gouvernance financière au Congo. La collaboration entre le Congo et le FMI serait utile que si la gestion se fait de façon rationnelle, a-t-il indiqué. Le Congo, dans la politique mise en place aujourd'hui, ne veut pas céder et ne veut pas être aidé. On a mieux signé 1000 programmes avec le Fonds monétaire, on reviendra. Vous voyez, le programme IPPTE, ça devait nous propulser en avant. À partir de cette initiative, nous étions sortis définitivement. Mais la politique pratiquée dans notre pays a fait en sorte que nous revenions à la case de départ. Donc la collaboration est bonne, mais il faut qu'elle soit faite dans les conditions qui soient des conditions acceptables, compatibles avec le programme mis en place avec le Fonds monétaire international. Jean Itadi, président du Congrès africain pour le progrès, parti membre de ce collectif, estime que face à cette crise qui secoue le pays, le dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale serait la réponse. Les prix du pétrole sont passés entre 100 et 150 $ le baril de pétrole. Donc on a eu une part plus importante, une production plus importante, des prix plus élevés, donc beaucoup plus d'argent. On ne peut pas comprendre le crash actuel. Il faut que la classe politique congolaise, la société civile, les Congolais s'asseyent pour dire voilà la thérapeutique que nous pouvons apporter à la situation du Congo. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, on va tout droit contre le mur. Créé en 2012, le collectif des partis d'opposition a toujours évoqué une crise multidimensionnelle qui sévit au Congo. Retour sur ce plateau, chers messieurs, à entendre monsieur Itadi et monsieur Nzon. On a comme l'impression que l'ensemble des dialogues que le Congo a organisés, finalement, ces dialogues se sont soldés par un échec. Est-ce que vous êtes d'avis, honorable Saï? Bon, écoutez, je crois qu'il faut apporter une précision sémantique à ce qui a été fait. Est-ce qu'il s'agit des dialogues? Est-ce qu'il s'agit des concertations? Eh bien, pour la petite République du Congo, je crois que ces dialogues ou ces concertations datent depuis longtemps. On a tout essayé dans ce pays. On a fait tous les dialogues possibles. Et je suis bien surpris que même l'intitulé de notre émission porte sur l'enjeu d'un nouveau dialogue. Il y en a tellement eu. Il y en a tellement eu que ce qui m'accommode, c'est que la démocratie va de pair avec le dialogue, pas avec toutes les autres formes de procès, naturellement, les violences et autres. Que l'on parle d'abord du dialogue. Sur la base du dialogue, le principe est acquis si jamais on est démocrate. Maintenant, quel est le contenu que l'on donne à ce dialogue? Est-ce que naturellement, les gens discutent des principes? Est-ce qu'ils discutent des idées? Est-ce qu'ils discutent pour porter des choses sur autrui? Si c'est ça, eh bien, on refera la toile de Pénélope. On l'a toujours fait, le pays n'est pas avancé. Et tout ce que je sais, c'est qu'il faut poser la question en tant que pays sous-développé. Qu'est-ce qu'il nous faut en tant que pays sous-développé? En ce moment-là, on transcendra peut-être les petites limites des dialogues que nous voulons essentiellement monter, où certaines personnes craignent d'être évincées. Il y en a d'autres peut-être qui viennent avec l'idée d'un haute toit que je m'y mette. Il faut naturellement que nous puissions donner un contenu à ce que nous appelons dialogue. Donc pour vous, la rencontre d'Evo, la rencontre de Dolizy et que sais-je d'autre, toutes ces rencontres se sont soldées par un échec. Ce sont autant de concertations, ce n'étaient pas des dialogues comme tels. Ce sont des concertations en vue de préparer des élections plus ou moins apaisées. Est-ce que ça portait sur l'avenir de notre pays? Est-ce que ça portait sur la gestion
des ressources que nous possédons. Est-ce qu'on a regardé ce qu'il faut en tant que pays sous-développé mettre ensemble et prendre un départ pour nous mettre au niveau des diapasons des autres États? Je crois que le débat aujourd'hui, c'est pas simplement faire quelque chose qui tourne autour de nous-mêmes, mais il faut regarder la place que le Congo occupera au sortir d'un quelconque dialogue. Qu'est-ce que nous ferons ensemble et comment nous sortirons de notre condition? Je crois que les grands axes devaient aller vers là, que généralement on organise des choses pour obtenir des blanchiments politiques. C'est des blanchiments politiques généralement. On a fait tout ensemble, le lendemain on n'est plus ensemble. On a monté des pronationaux, on a fait des coups d'État ensemble. Tout le temps que vous avez accompagné l'autre, eh bien, vous y étiez et pour rien, vous vous séparez pour dire, bon, ça ne marche plus. Je crois que nous avons des gros sujets. Des sujets qui portent, par exemple, sur la monnaie. Des sujets qui portent sur l'intégration communautaire. Notre être au monde, en tant que Congo, notre être au monde, comment, dans 100 ans, peut-être dans 200 ans, nos enfants se présenteront au reste du monde? Est-ce que c'est sur la base des petites guéguerres que nous nous menons, des petites guéguerres de positionnement? Mais je crois qu'il faut prendre la grandeur que de se limiter à ce que l'on appelle des nationalismes par éclipse. À un moment, ça ne va pas. On crie à haut sur le baudet que l'on choisit. Hier, c'était quelqu'un d'autre. Ensemble, les gens peuvent avoir fait cause commune pour évincer un autre. Bon, ça ne marche plus, vous revenez pour dire non, celui-là n'est plus bon, il faut encore refaire pour évincer tel autre. Et ça ne peut pas amener le pays très loin. Monsieur Azi Dominique de Marseille, vous êtes journaliste, mascarade ou pas? Bon, tel que le sujet posé, je suis un peu rigoureux dans le raisonnement. Allez-y. J'ai suivi au départ un VTR, une vidéo. Les intervenants situent le dialogue dans le sens du développement économique du pays. Le pays a eu de l'argent a été mal géré, le pays est par terre, tout le monde dans la salle, on va voir comment faut-il redémarrer l'économie. J'ai entendu le dialogue dans ce VTR, c'est comment redémarrer la situation morose du pays, il faut passer par le dialogue. C'est la substance proposée par Mathias Nzon, proposée par mon très cher grand frère Guitadi. Je ne suis pas de cet avis. Je suis de l'avis de l'honorable qui pense que, voyez-vous, je ne supporte pas les idées des gens, je supporte les principes. Le principe est cardinal. Si le principe fondamental, c'est de permettre au Congo de décoller, d'être présent au rendez-vous de l'histoire, de donner, de recevoir, être entendu, connu au sein du concert des nations, ce principe ne s'obtient pas que par le dialogue. Le dialogue, c'est des idées des gens. Voilà pourquoi je dis, je ne soutiens pas des idées, je soutiens les principes. Est-ce que pour développer un pays qui a eu de l'argent, qui a mal géré, est-ce qu'on a besoin d'être dans une salle pour en parler? Le principe fondamental de la démocratie, c'est quoi? Vous avez un mandat, vous l'avez géré. 5 ans après, le peuple sanctionne. Mauvaise gestion, dehors. On met une nouvelle équipe en place. On n'a pas besoin de dialogue. L'équipe qui arrive montre de quoi elle est capable. Avec ses sachants, comme le Mathias Nzon, comme les Itadi. Élus qui montrent que voilà comment on dirige le pays. Autrement dit, votre opinion, mon opinion, c'est un programme que vous avez. Ce programme, il est contradictoire à celui du pouvoir. Mais on ne va pas aller dans les dialogues si nos programmes de développement sont toujours contradictoires. Attendez que vous gagnez. Vous allez expérimenter et montrer à la face du monde, voilà, cette équipe-là fait 10 ans, 15 ans, 20 ans au pouvoir, n'a pas su gérer. Et que maintenant, c'est notre tour, nous allons bien gérer. Donc, on n'a pas besoin du dialogue en tenant compte, je dis bien, je reprends, en tenant compte du VTR qui a ouvert cette émission. Le pays est mal géré, tout est mal et par terre. Il faut aller dans une salle et dialoguer, montrer à ceux qui tiennent le pouvoir comment on peut gérer le pétrole, comment on peut gérer l'économie, comment on peut gérer l'école, la santé. Non, c'est pas possible. On n'a pas besoin du dialogue pour le faire. Ici n'est pas posé en termes de cohésion politique, en termes d'orientation politique générale. Non, en termes d'économie par terre. Là, pourquoi je dis, je ne partage pas qu'il y ait un nouveau dialogue en tenant compte de ces principes économiques. Vous avez posé une question au professeur qui m'a apparu, et donc pour dire, donc il faut donc d'Olizy. Non, c'est sans au fur et à mesure qu'on évolue, nous pouvons avoir des points qui nécessitent que nous nous asseyons pour parler. Comment faut-il faire pour faire une élection demain? Est-ce qu'on peut passer par une liste unique? Oui. Un bulletin unique? Oui. Mais ça peut s'obtenir dans une concertation, ensuite on met sur la loi. Mais aller décider de l'avenir économique d'un pays, d'un pouvoir qui ont été géré et qui peut mal gérer, ou bien gérer pour dire, allez-y, faire le dialogue, j'ai l'impression qu'on veut aller à la mangeoire. Monsieur le politologue Constant Ebara Peya, mascarade ou pas, Evo, Dolizy, Brazzaville, etc.
D'abord, merci de m'avoir associé à ce débat. Je commencerai par dire que ma posture là-dessus est nuancée. Vous avez bien fait de dire qu'enjeu d'un nouveau dialogue. Parce que dans ce pays, on est habitué à créer ces espèces de rencontres entre anciens camarades et autres pour la distribution de positions de pouvoir lorsqu'on se retrouve dans une sécheresse quelconque. Or, je suis d'avis avec le prof qui disait tout à l'heure que le dialogue, c'est un principe démocratique et établi dans une société donnée. Et nous avons connu dans ce pays le plus grand dialogue que moi je considère comme tel. C'est la conférence nationale souveraine de 1997, auquel il y avait eu des recommandations. Qu'est-ce qu'on en a fait? Rien du tout. Donc, il faut repartir à la base. Les recommandations de la conférence nationale, est-ce qu'elles ont été appliquées? Non. Alors, quand on réclame un autre dialogue aujourd'hui, je veux bien qu'il y ait dialogue, mais de quoi s'agira-t-il? Dans ce dialogue, vous avez cité Evo, vous avez cité Dolizy, on partait on partait à l'approche d'une élection présidentielle et des élections soit présidentielles. Mais il y avait des recommandations qu'on prenait, mais à la fin, on ne mettait pas ça en pratique, sinon très peu en pratique. Et surtout que ce ne sont que des recommandations qui ne sont pas... l'autorité des sénateurs n'est pas liée à ces recommandations. Donc, si nous voulons mettre sur pied ou bien travailler dans le cadre de l'assainissement des mœurs politiques ou économico-politiques dans notre pays, il faut que nous ayons une politique bien déterminée. Lorsque nous partons, j'ai pris le cas de 92, j'ai suivi M. Itadi qui réclame un dialogue sur la roulette ou bien sur le partenariat de la communauté internationale. Mais je me moque pour dire que ça s'est déjà produit dans ce pays. Est-ce que vous vous en souvenez que les élections législatives anticipées du deuxième tour, en 93, si mon souvenir ne me trahit pas, ont été organisées par un comité international. Alors, il y a eu l'ONU qui est arrivé ici, l'OIA d'abord avec Mohamed Saloun, pour réconcilier les Congolais au temps du procès Pascal Lissouba. Il y a eu des pactes qui ont été faits avec Frédérico Mayor. Et ça nous a empêché de retomber dans les travers de la violence ou bien de la tricherie, de l'hypocrisie. Moi, je pense que les acteurs politiques congolais doivent être sérieux et sincères avec eux-mêmes. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Pour moi, le débat est mal posé. Lorsque je suis M. Jean-Mathias et il t'a dit, en s'appuyant sur les politiques, rien que sur les politiques économiques, pour moi, le débat est mal posé. Parce que... Là, c'est leur avis. Hein. Oui, c'est leur avis. On n'a pas pris... Moi, je commente que les commentaires. On a besoin de votre avis là-dessus. Donc, moi, je pense que s'il y a dialogue dans ce pays, ou si on doit s'asseoir, nous allons voir les sources des tensions et des violences dans ce pays. Et le plus souvent, avec la petite expérience que j'ai, le plus souvent, c'est des questions politiques et électorales qui nous emmènent dans ce que nous retrouvons. Et il faut donc, s'il y a un dialogue, s'il pouvait proposer un dialogue dans le sens de préparer les échéances électorales de 2021 pour que eux, avec ce qu'ils ont, les équations personnelles dont ils disposent, viennent faire mieux que ceux qui sont là, ça serait une bonne chose. Maintenant, prenons l'hypothèse, parce que moi, quand j'entends, je dis ça avec les acteurs politiques qui soient de l'opposition ou de la majorité, certains disent, bon, on va aller au dialogue pour qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, et puis, bon, ça va régler quel problème aujourd'hui? Je prends un exemple simple, faisons un peu de la science-fiction. Supposons l'hypothèse où le président Sassou accepte d'aller au dialogue avec eux, et on met sur pied un gouvernement d'union nationale. Le président Sassou leur donne le ministère des Finances et la primature comme ils veulent. Lui, il garde la défense, l'intérieur et autres. Le pays n'a pas d'argent. Comment est-ce qu'ils vont faire pour régler la crise? Vous voyez qu'on va tourner en rond, c'est des et ils sont là que pour la position de pouvoir et de jouissance. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on soit un peu sérieux, qu'on regarde donc quelle est la problématique qu'on doit mettre sur la table s'il y a rencontre entre les Congolais pour éviter que nous retombons dans les travers. Et je pense que le dialogue qui vaille, c'est celui qui se posera prioritairement sur la gouvernance électorale. J'aimerais revenir sur la conférence nationale. Est-ce que vous pensez, chers messieurs, que le fait de ne pas avoir suivi les recommandations de la conférence nationale à la lettre, ce qui nous a conduit à ce que nous avions connu en 97, je m'arrête à 97, est-ce que vous pensez que le mal serait parti du non-respect de recommandations issues de la conférence nationale, honorable Saï? Non, écoutez, je crois que si vous voulez bien analyser les situations politiques au Congo, il faut partir même au-delà de cela. C'est pas simplement 97. C'était également un moment très surchauffé où les gens avaient pour souci de se régler quelquefois des comptes. On venait
bonimentir des choses sur les dos des autres pour chercher à les déjuger. Mais il y a eu des recommandations quand même. Il y a, et je vous ai dit, quelque chose qui préoccupe plus d'un Congolais. C'est fait de telle sorte que nous ayons, pour l'intérêt de ce pays, quelque chose qui nous unisse. Le gros problème, c'est quoi? C'est la gestion des ressources naturelles. Le pétrole doit être la propriété du peuple congolais. Son bois, propriété du peuple congolais. Pas des individus, pas des clans. Le problème que l'on pose souvent à l'approche des votes, c'est quoi? C'est chercher à obtenir quelques strapontins, être élu ici ou être élu là. Non. Est-ce que cette personne qui accède au pouvoir a d'abord et avant tout le souci de son pays? C'est la question qu'on se pose. Vous avez suivi dans tous les grands débats un peu ce qui apparaît n'importe où, que ce soit sur des fake news ou sur d'autres. On vous fait montre de ce que le pays aurait certainement été mal géré parce que les gens ont fait des placements d'argent ici et là, parce que nous avons eu des dettes qui ont été rachetées même par des gens qui nous ont imposé par la suite quelques volontés qui ne soient pas de nature à grandir un État. Nous avons des problèmes de sous-développement. Et ce sous-développement, il est mental, il est économique. Comment voulez-vous faire un développement si vous n'avez pas fait une révolution artistique, si vous n'avez pas fait une révolution religieuse, si vous n'avez pas fait une révolution scientifique et technologique? Nous sommes Congolais issus d'un certain système colonial. Et quand vous regardez tous les grands dirigeants congolais, ils sont tous dans des loges. Des loges pour lesquelles ils ont des prestations de services en faveur de cela que de servir leur pays. Vous avez ensuite des gens qui ont, par exemple, le souci de développer ce pays. Comment ils le font? Le jour où Obasanjo s'est décidé à faire de telle sorte que Dangote devienne un homme, il a impulsé et Dangote est devenu un grand opérateur dont on voit aujourd'hui même la publicité des produits sur CNN. Un État comme le Congo, premier pilleur, les puissances occidentales. Deuxième pilleur, les puissances asiatiques. Les troisième pilleurs, c'est nous-mêmes. Il y a des Congolais qui sont riches, enviés par des Français qui ne veulent pas les voir là, parce qu'ils vont les traquer partout pour leur dire des biens mal acquis. Les Français ne voudront pas des Chinois parce qu'ils disent la chinoiserie, ils ont pris tous les marchés. Les Chinois ne voudront pas des Congolais parce qu'ils disent qu'ils ont assez d'argent qu'ils ne veulent pas remettre en circulation dans leur propre pays. Et comme nous n'avons pas assez de puissance à exercer sur les Français, sur les Chinois, il reste quand même nous-mêmes. Cette richesse que nous avons, que l'on peut considérer comme étant de l'accumulation primitive du capital, cette richesse, nous ne la mettons pas au profit du développement du pays. On a désormais des fortunes honteuses. C'est pourquoi quand les gens parlent de dialogue, on va parler de quoi? Mais des positionnements. Rien que ça. Quel est le Congolais qui s'est soucié, même si aujourd'hui il est à l'opposition, qu'il fasse d'abord la déclaration de ce qu'il possède. Avec ce qu'il possède, quel investissement il fait au profit du pays? Le vrai dialogue commence par la paix, par le fait que chacun trouve de quoi manger. C'est ça le vrai dialogue. Autrement dit, tout ce qui se fait, Sibiti, Evo, Wesso, Dolezi, c'est de l'échec. C'est pour se partager simplement des petits strapontins. Monsieur Azi. Hein, je crois qu'il y a un véritable problème dans l'arrière-conscience du politique congolais, du Congolais. Pardon? L'arrière-conscience du politique congolais. Je vais l'expliquer, Foucault. L'honorable a dit une chose, à mon avis, capitale. Dis-moi, quand vous parlez du dialogue, tout le temps dialogue, mais c'est un thème qui est plurifactoriel. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent conduire à l'organisation d'un dialogue. Mais ce thème plurifactoriel vous demande, vous voulez prendre quel facteur? Celui de votre positionnement. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour dire, organisant un dialogue culturel, organisant un dialogue ici pour l'évolution de nos mentalités? Mais l'honorable l'a dit, le développement, d'abord mental. Attends, Foucault. Oui, Foucault. L'aide sociale détermine la conscience sociale. C'est-à-dire, c'est votre environnement qui dit ce que vous avez dans la tête. Quand tu dors dans une maison, pas de lumière, pas de gaz, pas de courant, chaumière, la réflexion
est égal à la maison. Quand tu vois quelqu'un qui vit dans une maison bien éclairée, bien évoluée, quand on dit qui vit là, c'est une personne évoluée. Donc l'être social détermine la conscience sociale. Si le Congolais, l'être qu'il a aujourd'hui est un être tellement ratatiné, rabougri, évolution mentale en retard, sociologique en retard, culturel en retard, vous déclarez le dialogue à tour de bras. Le grand problème posé quand je parle de ces politiques, quand vous nous dites non, c'est leur point de vue, oui. Mais l'opposition déclare le dialogue à corps et à cri aujourd'hui. Mais quand il parle du dialogue, quel est le contenu qu'on met dans ce dialogue? Est-ce qu'on va faire le dialogue pour dire le pays est mal géré économiquement, il y a un dialogue? Je dis non. Ça se gère par la sanction du souverain primaire. Et on va faire un dialogue pour voilà. Donc, si le dialogue est fait, c'est un dialogue qui doit avoir une portée générale sur l'avenir global du pays. Mais ce n'est pas sur un point. Hein? Il y a eu des dialogues ici. Mais des dialogues, comme vous avez parlé de la conférence nationale. De quoi finalement? J'arrive, je voulais parler de la conférence nationale. Vous dites, bon, tout ce qui se passe parce qu'on a raté la conférence. J'ai dit non. La conférence nationale s'est plutôt organisée comment? Mais nous partons du mono pour la démocratie. Il a fallu s'asseoir dans la salle pour baliser le chemin. On a tiré à Boulourou ceux qui ont tenu le mono, et ceux qui étaient de monnaie, les transfuges sont devenus des démocrates du jour au lendemain. On ne dort pas musulman pour se réveiller chrétien. Ils ont dormi comme ça le lendemain, et ils se mettent à parler de la salle, réglant les comptes les uns aux autres, et prenant, dit-on, des recommandations qui devaient aborder le multipartisme. Mais ces recommandations ont quelle valeur sociologique, culturelle, qui devait faire un pas en avant? Et au sortir de la conférence, qui devait mettre en pratique ces recommandations. Le point de pouvoir, c'est lequel? C'est Milongo qui est premier ministre tout puissant avec tous les pouvoirs. Et il a dit, si le chef d'État nous promet que pas automatiquement ça passe. Milongo a fait combien d'années pour nous faire avaler ça avec Monseigneur Kombo? On sort de là. Nous avons l'Issouba qui prend le pouvoir. Il a eu à gérer le pays. Mais c'est les recommandations. Vous savez, c'est les recommandations que Pascal Lissouba a développé le Congo. C'est recommandations à la Conférence nationale. Non, il a une vision qu'il veut mettre en pratique. Est-ce que pour faire cette vision, il d'abord regarder qu'est-ce que la Conférence nationale a dit dans la salle là-bas, où on a réglé le compte aux gens, on parlait de ceux qui étaient les locataires des uns et des autres, des maisons non payées. C'était ça le dialogue, la Conférence nationale. Et puis cette Conférence nationale, est-ce qu'on m'a d'en parler? C'est une usurpation de la souveraineté. Il ne suffit pas de s'entendre, on est 3-4 dans une salle, on doit une conférence nationale. L'avenir du pays doit être géré par la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, ce n'est pas 4 individus dans une salle. Ce dialogue n'était pas un dialogue organisé sur le plan en consultant le souverain primaire. C'est parce qu'on est homme du parti politique, on est 10 partis politiques, on usurpe la souveraineté du peuple. Tout le monde n'était pas à ce dialogue. Qui est le peuple qui a été consulté? Donc, on peut se retrouver comme ça, comme maintenant on parle du dialogue, on réussit à convaincre tout le monde, on se retrouve dans une salle, voilà le dialogue. Oui, mais le souverain primaire est où? Passons par la consultation si nous voulons décider de l'avenir du pays. Je vais terminer en disant, quand on parlait de OEC et des autres, ce sont des concertations pour des positionnements politiques. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci, on va faire cela. Même quand c'est clair, je prends un exemple simple. On prend des lois qu'on ne respecte pas. Comme Ibarra l'a dit, on décide, on décide, on n'applique pas. Et même quand c'est appliqué, entre nous, ou à l'opposition ou à la majorité, on ne s'entend pas. Je prends un exemple simple. Nous disons, bon, pour apaiser le climat politique, Assibitoun a décidé. Qu'est-ce qu'on fait? Désormais, il faut dire qu'il y a... On reconnaisse le statut de l'opposition dans les textes constitutionnels. Qui est le patron de l'opposition? Celui qui a plus de députés à l'Assemblée, plus d'élus. Et quand on arrive sur cette définition, entendu, et quand on applique, tu as des gars qui disent non, on ne connaît pas Tati Mabelel maintenant. Est-ce qu'on est sérieux dans ce pays? Que dit la loi? Mais vous lisez d'abord la loi, le jour qu'on fait cette loi-là, Tati Mabelel n'est pas patron de l'opposition. Mais parce qu'on s'est entendu, on a eu un consensus, on a mis ça dans la loi. Maintenant, on se met à l'appliquer. C'est un monde contradictoire. C'est l'homme politique. Je vais terminer pour donner la parole à mon collègue pour dire, mon frère Issoufou Foucault, la politique est un jeu sale, un vilain jeu, un mauvais jeu, un jeu médiocre pratiqué par des hommes intelligents. Mais vous avez postulé à la députation? Bien sûr, politique pratiqué par des hommes intelligents. C'est un jeu de fourbe avec des coups tordus, avec des règlements de compte pratiqués par des gens intelligents. Donc pour vous, l'opposition a raison de dire que ces dialogues ne sont plus simples que, ne sont autres que de la mascarade. Ce n'est pas l'opposition. Pour moi, tout homme politique congolais, comme moi aussi je suis, aujourd'hui, le premier dialogue, ce n'est pas la mascation, c'est ce qu'on met dans ce dialogue. S'il s'agit qu'au tuteur de la MIMED ou que j'ai besoin d'avoir un... Quand on dit un gouvernement d'union nationale, ça représente quoi un gouvernement d'union nationale? Ça résout quelle crise? Tu prends des demandes de dialogue, tu commences à se terminer les dialogues chez nous. On refait le gouvernement, on refait les instances pour que les gens rentrent. Si c'est ça le dialogue, on va échouer tout le temps. Monsieur Koïtolora, écoutez,
Monsieur Aziz Dominique de Marseille, donc de la conférence nationale jusqu'au dernier dialogue en 2015, sinon Ouesso 2016, il n'y a eu que de l'échec et la conférence nationale, les recommandations ne devaient pas être là pour faire évoluer le pays parce que le président qui arrivait avait une vision, il n'avait rien à voir, il n'avait aucune connexion avec les recommandations de la conférence nationale. Est-ce que vous partagez son avis? Pas totalement. Bon, mais d'abord, il faut dire que cette conférence nationale, ça visait quoi en réalité? On passait d'un régime de monopole à un régime de libération politique. Et c'est bien qu'à la suite de cela, il y a eu certaines recommandations pour la stabilisation des échanges politiques entre les acteurs politiques dans ce pays. C'est ce qui s'est passé. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne sont pas venus faire la conférence nationale avec des idées sincères. Ils ont péché par la sincérité. Mais vous avez parlé des recommandations qu'il fallait mettre en pratique. Voilà pourquoi ça n'a pas été. Mais si on va à un dialogue sans être sincère, pensez que le résultat sera sincère? Voilà pourquoi c'est l'échec qui caractérise tous les dialogues, y compris celui de 2002. Tous les dialogues se sont soldés par un échec retentissant. Jusqu'à Ouesso. Parce qu'à la base, il n'y a pas la sincérité. On est dans la roublardise permanente. On est dans ce que j'appelle, moi, de la gesticulation institutionnelle et politique. Parce qu'on fait semblant de bouger, mais on est sur place. Regardez, j'aime toujours prendre un exemple avec un État, un pays, le Bénin, qui a ouvert la voie à cette conférence nationale sans attendre le discours de la boule. Lorsque les Béninois ont organisé le dialogue, il n'a pas pris 2 semaines, hein? 2 semaines, c'était même trop. Aujourd'hui, ils sont sortis de la démocratisation pour entrer dans la consolidation. Or, chez nous, puisque ça a été fait sur la base calculatrice manipulatoire, manque de sincérité, le problème c'était de régler les comptes à un groupe hégémonique qui s'était installé depuis des années et qui avait régné, brillé par la captation des ressources de l'État, il faut le dire. Et lorsque ils viennent, il n'y avait pas une perspective, le problème c'était de haute d'État et je m'y installe, c'était ça clair. Et lorsque nous revenons donc de là, il y a le manque de sincérité nous a conduit à replonger dans ce que moi j'appelle la restauration autoritaire qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui. Mais vous allez voir, quand le président Sassou revient au pouvoir, qu'est-ce que lui il fait? Avec son dialogue d'abord, avec le forum qu'il a organisé après la guerre du 5 juin. Il organise un forum. Il y avait quelle recommandation? Engager les poursuites contre les génocidaires, élever le président Sassou au grade de maréchal, organiser je parle des recommandations. Voilà, organiser un tournoi d'initiation question. Voilà les recommandations. Mais quand nous arrivons en 2002, il en profite pour régler les comptes à ses amis, à ceux-là qui lui ont fait mal en 1991. Par le verrouillage du jeu politique institutionnel. Vous allez voir, il va mettre sur pied la logique de l'âge. Lorsque vous avez 70 ans, vous ne pouvez plus postuler. Et du coup, on a barré la voie à Kolela, qui voulait même venir au dialogue. On a vu comment on l'a empêché alors que le dialogue était censé être exclusif. Alors, on a barré la voie au professeur de Souba. Même son beau-frère, Ange-Edouard Pongui, a subi aussi le faux de cette affaire-là, puisqu'il n'était pas pu présenter, il avait déjà 70 ans. Donc, voyez-vous, dans ce pays, nous réglons les problèmes des hommes. On ne règle pas les problèmes de la nation. Et c'est ça le mal. On peut organiser autant de dialogues, ça ne changera rien. Maintenant, là où je suis d'accord avec le prof, qui dit il faut penser le pays autrement, il pose le problème d'ailleurs de repenser l'État. Il faut penser le pays autrement. Gardez ce mot, nous mettons une pause et nous allons revenir. D'accord. Tout à l'heure. Retour sur ce plateau du grand débat, enjeu d'un nouveau dialogue politique au Congo, d'un énième dialogue politique au Congo, d'un éventuel dialogue politique au Congo. Avec moi, monsieur Aziz Dominique de Marseille, vous êtes journaliste d'investigation. Et juste en face de vous, l'honorable Saï, député de la République. Et en face de l'honorable Saï, c'est comme un jeu de ping-pong, monsieur Constant Ibarra-Peya, vous êtes politologue. Je résume ce que vous aviez dit. La conférence nationale est arrivée. On a fait le procès d'un groupe de gens qui géraient le pays pendant le mono, notamment le procès du président Denis Sassou Nguesso, pour ainsi dire, et toute sa suite. Le président Lissouba arrive, il est parti suite à un coup d'État en 97, et le président Denis Sassou Nguesso arrive, jusqu'à maintenant il est là. Les concertations au dialogue, appelez-les quand vous voulez, sont organisées, mais rien ne marche pour vous. Le malheur, c'est depuis la conférence nationale, les recommandations et le retour de ceux qui sont au pouvoir actuellement. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Non, je poursuis en disant que ce que le prof a dit tout à l'heure, je partage ce qu'il a dit, mais il faut relever un fait. Dans la démocratie, nous devons donner les moyens au peuple de pouvoir sanctionner les mauvais dirigeants. Voilà pourquoi moi je m'appuie
sur l'organisation d'un dialogue ou concertation, appelez ça comme vous voulez, mais sur la gouvernance électorale. Parce que si nous rentrons dans un jeu politique sincère, où le souverain primaire, dont faisait allusion M. Assis tout à l'heure, a la capacité de sanctionner un gouvernement qui a brillé par la malversation et le népotisme, on aura donc franchi une étape importante. Or, là où nous sommes, à l'heure actuelle, on peut s'asseoir dans une maison ou bien dans une salle, décider du fait que voilà l'option économique que le pays va adopter, ou voilà l'option politique que le pays va adopter. Mais si nous avons des autocrates qui continuent à régner à la tête des États, qui sont même dans les partis politiques, pas seulement dans l'État, au niveau de l'État, hein, même dans les partis politiques, puisque nous avons des partis politiques multipliés, des partis uniques multipliés ou administratifs, puisqu'il n'y a même pas la démocratie, et très peu de démocratie au sein des partis politiques. Donc, ces mêmes gens qui ont cet habitus de conservation, lorsque vous les mettez sans pourtant régler le problème de l'accession et de la cession du pouvoir en amont, je pense qu'on va tourner en rond, ça ne marchera pas. C'est bien que la classe politique congolaise, telle qu'elle est là, elle brille par l'hypocrisie, et ça, c'est depuis même les indépendances. Vous allez voir, moi j'ai pris même la conférence de 91, mais j'aurais pu remonter à la conférence de 72, organisée par le commandant Marien Gwabi, qui était combattu par ses propres camarades du parti qui n'en voulaient même pas. Je vois que M. Aziz Dominique de Harcey a envie de prendre la parole. Juste à vous, l'honorable Saï, que vous appelez professeur, hein, prendra la parole. M. Aziz Dominique de Harcey. Je suis en train de répéter, de dire à mon co-débatteur PIA que j'ai défini la politique comme un jeu d'escrocs, un faux jeu, un sale jeu, un jeu de coups tordus pratiqué par des hommes intelligents. La morale politique n'existe que dans le respect de la loi. Il n'y a pas de morale politique pour dire on va s'entendre. Dès que là, vous voyez, aujourd'hui, le pouvoir en place, il y a une loi. La gouvernance électorale, elle est gérée par une loi. Attention, je ne dis pas d'apprécier, monsieur Ibarra, je ne parle pas d'apprécier comment l'appliquer. Parce que la morale que vous voulez, si vous n'allez pas sur le principe de respecter la loi, personne ne vous écoutera. Il n'y a pas de morale en politique, ce n'est pas de respecter la loi. Qu'est-ce que la morale l'a fait, la loi fait? Pour être allé à l'élection, il y a une commission nationale électorale indépendante. Là, il parle de la gouvernance. Elle est mise en place. Quand elle l'a mis en place, on n'a pas mis tout le monde dehors, on l'a mis seul. On a mis des conditions pour participer à cela. C'est écrit noir sur blanc. Maintenant que la pratique soit différente, c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas de mot pour dire je viens à la politique avec des bonnes intentions, il faut que mes bonnes intentions passent. Je vais te prendre un exemple simple pour dire la politique est un jeu de fou. N'attends pas la belle morale que tu proclames sur tous les plateaux, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Voilà un exemple. Connaissez le Venezuela? Maduro, c'est un président élu. Attends, je n'arrive. Un président s'autoproclame, le président autoproclamé. L'autoproclamation est d'abord une manière de tordre le quoi la démocratie. Autoproclamé, soutenu par les États-Unis. Donc aujourd'hui, n'importe quel citoyen peut se dans un peu pour dire je suis candidat, on va le soutenir. La morale en politique, je suis désolé. Et là, ce monsieur-là a le vent pour autoproclamer. Pour dire ceci, mon frère, les lois sont là. Si nous ne les respectons pas, vous pouvez les qualifier d'iniques, mais c'est sur ces lois-là qui sont votées pas par une personne, acceptées par tout le monde. Non, vous donnez un contenu comme vous voulez. Je ne vais pas vous laisser dire ça. Allez-y. Vous ne pouvez pas comparer, amener la situation du Venezuela dans le cas du Congo. Nous ne comprenons pas. J'ai parlé de l'autoproclamation de quelqu'un qui a accepté. Mais bien sûr. Vous allez comment bien sûr? Tu t'autoproclames, tu acceptes comment? Non, il y a d'autres configurations. Il faut voir les acteurs qui sont en jeu dans ce quels que soient les acteurs, ça veut dire quoi? Que la loi n'est plus respectée. L'autoproclamation égale briser le quoi la loi? Non, allez, vous ne pouvez pas superposer les deux situations. Je ne sais pas si nous comprenons. Je parle d'une manière générale. Lui qui est politologue, qu'est-ce qu'on appelle l'autoproclamé? Ramenez le débat. Je crois que le politologue a la parole quand même. Pour apaiser la situation, la parole devait m'être adressée. C'est tout. Allez-y. Voilà. Ce serait plus simple que je prenne la place de M. Fougou. Mais non. Il ne manque pas d'intelligence dans ce que vous dites. Mais il faut d'abord comprendre ce que la démocratie est. Joseph Pierre Proudhon disait déjà, le système démocratique est le système par lequel on fait dire au peuple non parce que le peuple veut, mais ce que l'on veut qu'il dise. Deuxièmement, vous avez ensuite les lois.
Qu'est-ce qu'une loi? Certains penseurs disent que la loi, c'est le contraire de ce que les hommes désirent. Et donc, au-delà de la loi, il faut chercher la philosophie du droit. D'autres disent que la loi, c'est la codification des rapports de force. Ça ne peut pas être autrement. Voilà. Il faut aller au-delà de ce que nous appelons la philosophie du droit. Le droit, il est là, il parle de l'État, l'État de ce qui est. Et nous, dans ces genres de situations, nous plaçons où? Les dialogues, ce sont des résignés réclamants. On réclame ce que les autres ne veulent pas céder. C'est là le problème. Qu'est-ce que nous avons, nous, en commun pour construire ce pays? Il faut partir de là. Si hier, avec Marien Ngouabi, on a trouvé le mal dans ce que certaines personnes sont des valets locaux de l'impérialisme, ça veut dire que nous ne sommes pas authentiquement auteurs des actes que nous posons, que nous subissons finalement le dictat de l'extérieur. Est-ce que ce dictat a pris fin? Prenons par exemple les matières pétrolières. Les accords d'établissement, encore établir, c'est pouvoir se mettre à tel endroit. Les accords d'établissement sur le pétrole datent de 50 ans. Et qui doit la réviser? S'il vous plaît, vous voulez qu'on en parle? Allez-y. Voilà. C'est le député que vous êtes. Attendez, s'il vous plaît, vous allez trop vite en besogne. Vous allez trop vite en besogne. Nous parlons du dialogue. Tous ceux qui sont en train de le réclamer là étaient là. Ils n'ont jamais revisé cela. Tant que ça profitait, on n'a rien fait. Nous avons encore la puissance coloniale au-dessus de nous. Pour nous évincer les uns et les autres, on va prendre qui? Ce sont les mêmes maîtres. Est-ce que nous nous conduisons en responsables, soucieux de notre avenir collectif? Il est là, il faut regarder. Moi, je prends la politique sous 2 paramètres, sur la verticalité et l'horizontalité. Écoutez, les chefs d'État, quels qu'ils soient, vous avez parlé de l'exemple de Maduro, peut-être de quelqu'un de Guaido, mais ils reçoivent le dictat de qui? De l'extérieur. Et le chef d'État, lui, qui commande dans des pays sous-développés, est assis sur quoi? Sur la force armée. La force armée, des grands généraux généralement, sont assis sur qui? Sur la bourgeoisie locale. La bourgeoisie locale est assise sur qui? Sur les petits soldats qui sont en train de harceler des gens au nom de défendre l'intérêt de leur pouvoir. Et les petits soldats sont assis sur qui? Sur la masse populaire. Il faut comprendre cette pyramide. Vous voulez faire le dialogue, vous voulez que votre pays réussisse. Commencez par poser des bases solides pour dire, bon, voilà, notre premier objectif, c'est celui-ci. Commençons déjà à mieux gérer ce que nous possédons. Mais pas que nous ayons des richesses qui, à l'occasion d'une mort quelconque, seraient perdues totalement. Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à ce jour? On a placé de l'argent partout. Et quand les dirigeants meurent, on ne peut même plus le récupérer. Il aurait bien pu servir à faire autre chose. Nous avons, j'ai trouvé quelqu'un lors du dialogue que j'ai eu tout récemment, me dit, mais pourquoi votre route Pointe-Noire-Brazzaville vous a coûté 2000 milliards de dollars, alors qu'avec si peu, le Kenya a fait un chemin de fer plus long que cela? J'ai dit, nous ne sommes pas, mais nous aussi, à l'abri des pressions extérieures. Parce que vous parlez des choses, mais prenez en considération qu'il existe, d'abord et avant tout, la France-Afrique, qu'il existe après la Chine-Afrique, et il existe entre nous ce que Frantz Fanon désignait. Les peaux noires au masque blanc. Lorsque le président Lissouba parlait du tribalisme, beaucoup de gens en ont fait. On sait comment on fait dans ce pays où on a fait que l'idéologie soulève des montagnes, efface tout. On déforme même les pensées. Lorsqu'on vous a dit... Voilà. Paix à ceux qui peuvent penser que ce n'est pas forcément ce que l'on dit sur la place publique. Lorsqu'il a dit que pour commencer à faire que ce pays se développe, il faut regarder de quel apport peut être la tribu et de quel frein la tribu peut constituer. C'est possible. Nous ne sommes que des hommes. Mais curieusement, lorsque nous arrivons sur des arènes politiques, nous défendons des hommes. Nous ne défendons plus le principe. Le principe, c'est que ce pays aille de l'avant. Avec qui il ira? Personne n'est providentiel.
Et lui qui a bien cité l'être social, conscience sociale, c'est encore des bons relents du marxisme-léninisme. C'est l'infrastructure qui détermine la superstructure. Et l'homme qui est dit l'homme providentiel est d'abord et avant tout préparé par la masse. Finalement, la question qui se pose, honorable, la question qui se pose, c'est de savoir que doit-on faire maintenant pour que les choses aillent? Pour qu'il y ait réellement un débat, dans le sens où on veut avoir un dialogue, commençons par nous poser la question, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble devant une réalité telle que quiconque accède au pouvoir ne recule pas. Nous avons ça. Nous sommes un pays sous-développé. On n'est même pas en vanité. Vous vous représentez. Quand tout le monde peut rouler limousine, peut rouler carrosse, peut construire des étages, et nous ne produisons même pas une allumette. Même pas une aiguille. Même pas du sel. Avec tout le potentiel que nous avons. Toutes les petites richesses que nous avons, c'est la construction des hôtels. Mais enfin, qui sont... Monsieur le politologue veut réagir. Je vous sens bouillonnant, là. Allez-y. Oui. Moi, je veux relever juste un fait, ce que le prof a dit. Alors, moi, j'ai l'impression que, et ça ne reste que l'impression, que le prof est en train de penser que si nous n'évoluons pas, il n'y a que la France-Afrique ou bien des forces exogènes qui paralysent notre fonctionnement. Mais écoutez, professeur, nous ne sommes pas le seul pays où l'Afrique... Laissez-moi venir. Oui, laissez-moi venir. Nous ne sommes pas le seul État à avoir été colonisé. Et si nous avons, au sortir de la colonisation, nous sommes allés négocier l'indépendance. Et au sortir de la colonisation, nous avons instauré un système endocolonial, c'est-à-dire reprendre la colonisation du blanc. Ce n'est pas de la faute des autres, c'est notre faute à nous. Je prends un exemple simple. Regardez la Corée du Nord. Un pays qui a été colonisé par les Japonais et puis divisé par les puissances occidentales. Mais aujourd'hui, les gens sont restés, ils ont pensé. Kim Il-sung d'abord, et puis son fils, ils ont dit, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Ils ont mis sur pied une certaine dictature, ils ont fait le choix entre manger et être piétinés, et mourir de faim et être respecté. Quel est le choix qu'il faut faire? Ils ont choisi de mourir de faim et se faire respecter. Et aujourd'hui, la Corée du Nord impose sa loi. Aujourd'hui, les Américains sont revenus sur la table de négociation avec la Corée du Nord. La Corée du Nord, laissez-moi venir. Mais bien sûr, la politique internationale, sur la scène internationale, moi je ne parle pas de la communauté internationale, ça c'est réservé aux juristes. Sur la scène internationale, c'est des questions de rapport de force. Et le rapport de force se construit. Nous avons pris un État et nous avons pris la place des colons. On gère comme des colons, on fait de la prédation, on prend l'argent, on va mettre de l'autre côté, c'est pas les colons qui nous envoient. Maintenant, dans tout ça, quels sont les moyens qu'on peut donner au peuple de sanctionner les dirigeants qui se comportent de cette manière-là? Voilà la problématique. Est-ce que c'est de là que partent les échecs des différents dialogues ou concertations que le Congo... Mais je vous ai parlé de la sincérité tout à l'heure, en disant que les dialogues qui sont faits, au fait, nous sommes partis d'un système de la démocratie au démocratisme. Le démocratisme que j'ai défini... Monsieur Aziz Dominique de Marseille veut parler, mais je rappelle que vous avez dit que la politique, c'est une association de fourbes pratiquée par des personnes intelligentes. Mais le Congrès, c'est pratiquée par des personnes intelligentes. Si vous regardez, où le pays est pris en otage par les instituteurs. Comment voulez-vous Je m'excuse qu'il donne la parole. Oui. Ibarra vient de dire la politique est universelle. Quand il parle de la Corée, il reconnaît l'universalité de la politique. Quand on a dit démocratie, tout président qui s'autoproclame égale tort de quoi la démocratie. Autant il a pris l'exemple de la Corée. Et les grandes puissances, pour répondre au projet de faire la démonstration, et les Américains soutiennent un président autoproclamé. Pourquoi? Mais oui, voilà, tu parles de leurs intérêts. Et là, en ce moment-là, s'il te plaît, la discipline des débats. Et là, en ce moment-là, ça veut dire quoi? Quand vous êtes président de la République, le processus de faire comprendre les intérêts des grandes puissances sabordent votre indépendance qui n'est qu'un papier qu'on vous a donné. Comment voulez-vous qu'un pays comme les États-Unis, moteur de la démocratie, puisse applaudir un président qui s'autoproclame? Parce que ce qui milite à la bonne politique, ce sont les intérêts. Entre les États, il n'y a pas d'amitié. Si Maduro au pouvoir, le Venezuela est l'un des plus grands pays producteurs de pétrole au monde, et qui ne fait pas l'affaire des Américains, qu'un homme qui s'autoproclame sans passer par une élection, non plus par les souverains primaires, il s'autoproclame de moins tellement grossier en démocratie qu'il est président et les États-Unis applaudissent. Les États-Unis de Barack Obama qui dit l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Voilà les États-Unis qui prennent un homme fort, pas une institution qui met à applaudir le contre-pied d'Obama.
pour dire à notre politologue, même si vous dites que non, c'est nous, on veut faire la politique, vous ne pourrez rien faire tant que les leviers sont tenus par cette France-Afrique. Vous pensez que vous avez les devants de vous débarrasser. Prenez un exemple simple. Vous avez dit, c'est vous à l'Assemblée. Comme si vous allez en politique en étant un amateur, mon frère. Quand vous êtes à ce pouvoir-là, le pétrole qui fait de vous un pays pétrolier, comment tu peux expliquer que durant des générations, la France à 65%, vous n'avez à peu près que 25%. C'est votre pétrole. Le mondier chez toi, je viens chez toi, je te laisse un sac, j'amène 10 sacs. Et c'est avec le sac là que tu développes le pays. Comment tu peux expliquer que dans toutes les faits de décision, vous voulez faire une autoroute sérieuse, ou c'est les Chinois, ou c'est les Français? Il n'y a pas d'ingénieurs congolais? Vous regardez encore l'extérieur. Donc ça veut dire quoi? La ressource humaine vous piétine votre volonté, donc je dis à l'Assemblée. Mais l'Assemblée qui envoie les lois à l'Assemblée, les députés ne sont pas des gens qui sont X nihilo au-delà de la réalité politique. Vous parlez comme quelqu'un qui voit la politique de loin avec des yeux de femme. Regarde la politique avec des yeux d'homme. Comment ça se fait la politique? Une question qui pour décide? Comment ça se passe? Une question pour l'honorable Saïd. C'est pas L'Assemblée petit. nationale est-elle faible ou forte face à l'Occident? Les lois que nous prenons sont des lois fortes ou faibles? Écoutez, je ne sais pas comment on peut accorder ou des euphémismes ou de grandeur à une assemblée. L'Assemblée, elle est souveraine, elle vote des lois en fonction des orientations du pays. Mais il y a, dans ce que nous disons, deux dimensions à tenir. Vous savez, connaître une loi et l'appliquer sont deux choses différentes. Vous connaissez la loi, si vous l'affrontez frontalement, si vous allez contre elle frontalement, on peut dire de vous, vous êtes volontariste. Vous connaissez la loi, vous vous résignez, vous ne voulez pas l'affronter, on peut dire de vous, vous êtes pessimiste. L'intelligence qu'il y a, et c'est peut-être ce qui peut orienter certains dialogues, c'est de comprendre, nous sommes ce que nous sommes. Voici les freins que nous avons dans notre développement. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble? C'est pourquoi, au niveau de mon parti, on émet souvent cette idée de dire quelque chose pour l'intérêt de la nation, que nous qualifierons et que nous mettons peut-être très prochainement sur la place publique. Ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de faire, et malheureusement, on est gangréné dans cela. Lorsqu'on peut prendre un élan pour développer le pays, il y a un qui, comme dans une course vers le Far West, est en train de préparer son pistolet pour venir évincer celui qui est là. Ça se passe. Ce sont des réalités de chez nous. Est-ce que le Congolais est arrivé au niveau de prendre conscience, d'abord, d'un développement inégal dont nous sommes bénéficiés de la part des anciens colons? Pourquoi le nord du pays n'a pas été si bien développé? Qu'est-ce que les frères Tréchot ont fait pour que le nord du pays soit développé? Qu'est-ce que les concessionnaires au sud du pays ont fait pour que le pays soit développé? Nous avons hérité d'une situation de développement inégal. Et quand il s'agit de tout faire pour l'intérêt de toute la nation, il faudrait que le Congolais se sente investi de travailler pour la nation, mais pas pour l'intérêt des gars de chez lui. Parce qu'on penserait que, il n'y a qu'un gars du Nord pour développer le nord du pays, il n'y aura qu'un gars du Sud pour développer le sud du pays. Il faut arriver à faire de telle sorte que, au nom de cette nation, au nom du Congo, et moi je rêve toujours d'un Congo qu'on comparera à tous ceux qui nous tournent du dos, ou nous regardent de face, ou qui sont dessous, qui sont... Qu'est-ce que le Congo apportera comme génie dans la recherche du fameux dialogue? Si pour autant il faut parler de dialogue, c'est mettre le Congo sur orbite. Parce que, attendez, je vous ai parlé tout au départ du blanchiment. Mais le contraire, c'est les résignés réclamants. Il y en a qui ne mangent plus assez, qui se plaignent. Mais ils étaient là. Il y en a qui ont participé à tous les coups d'État qu'on a vus. Mais peut-être même mon frère en faisait même l'apothéose. C'était contre le pays. Il y a eu 2 dirigeants dans ce pays qui ont poussé ce pays jusqu'à une certaine volonté de faire. Moi, je retiendrai Marien Ngouabi, le président Marien Ngouabi, qui a dit « un pays sale, on le lave de son sang ». Il y a un autre, le professeur Pascal Lissouba, il dit qu'il préfère la mort à l'esclavage. C'est peut-être des positions extrémistes. Il faut avoir une certaine jugeote pour conduire le pays. Et nous avons, je le dis souvent, celui qui est en exercice, qui a une longue expérience, qui a tout vu,
mais avec des problèmes qui sont restés là. Je vous dis, ce n'est pas tout de parler de démocratie maintenant. Si jamais nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes sociaux, économiques de notre pays, lorsque s'éteint une grande voix, c'est comme ça se dit. Lorsque le soleil universel se couche, eh bien, les papillons cherchent souvent la lumière à la lampe du foyer privé. Faisons. Le MCDDI ressemble à quoi aujourd'hui? L'UPADES à quoi? Le RDPS à quoi? L'UDER Mwinda à quoi? Il n'y en a qu'un qui résiste à ce jour, c'est le PCT, qui a encore quelqu'un pour dire « Hé, attention, mettez-vous là ». Mais dans le cas où ça arrive, ce ne sera plus facile de gouverner parce que beaucoup de gens ont acquis et de la richesse et de l'ambition. Ce dialogue, c'est la projection de notre vivre ensemble. Ça ne peut pas être le pétrole est mal géré. Si on vous met, vous allez mal gérer. Vous y avez été. Nous allons repartir du côté de la Voilà. régie pour suivre ce deuxième élément du côté de Zedang. Et nous reviendrons juste après pour poursuivre avec tout ce qui se dit ici. À tout à l'heure. Dans sa déclaration du 1er septembre, la Fédération de l'opposition congolaise coordonnée par Claudine Munari fustige l'intolérance politique, la mascarade électorale, l'injustice sociale et l'incompétence des autorités congolaises dans la gestion des fonds publics et de la crise du pôle. Une guerre inutile, une guerre triste, sans raison, et ce sont les mêmes qui parlent. Vous voyez bien que c'est l'esprit de ce pouvoir qui aiment bien mettre de la poussière sur ce qu'ils font pour cacher la vérité. Nous n'avons jamais pris la parole sans évoquer la triste guerre du Poule. Ayant dit cela, jeter l'huile sur le feu. Il est de bon ton que nous partageons les valeurs fondamentales pour la libération de notre pays. Selon les acteurs de cette opposition, le Congo aurait pu éviter de plonger dans cette crise économique sans précédent. Ils pensent que la situation actuelle n'est que la conséquence de la malversation financière et la gestion irresponsable du pays. Les excédents budgétaires sont passés où? Ils sont estimés à près de 14 000 milliards de francs CFA. On nous avait promis qu'il y aurait un audit fait chaque année qui serait rendu public et qu'aucun franc ne serait dépensé sans qu'il y ait une loi rectificative des finances. Tout cela, on n'a pas respecté. C'est la malgouvernance du gouvernement. Depuis 2014, nous avons dit au niveau de l'opposition que le pays était en crise. Aujourd'hui, la vérité est là. Le président maintenant le reconnaît. S'il n'y a pas un dialogue inclusif pour permettre de remettre les pendules à l'heure, ce gouvernement-là va faire la preuve de son inefficacité dans les prochains mois. Dans sa lutte contre la malgouvernance, la Fédération de l'opposition congolaise se dit de défendre les valeurs fondamentales et entend bâtir une nation congolaise unie où chaque citoyen se développe harmonieusement dans le bien-être social. Enjeu d'un éventuel dialogue politique au Congo, enjeu d'un nouveau dialogue politique au Congo, enjeu d'un énième dialogue politique au Congo, nous en parlons. Honorable, vous avez la parole. Et lorsque je suis cette frange de l'opposition, Madame Munari, le professeur Charles-Zachary Boao et les autres, ils reviennent sur la répartition de la richesse. Est-ce que c'est cela qui devrait guider un dialogue? Vous aviez dit non lors de la première partie de cette émission. Le Congo est pratiquement co-dirigé par les puissances extérieures. Le pouvoir en place ne peut rien faire sans s'accorder avec ses pouvoirs, ses puissances extérieures. Sinon, c'est de se faire évincer. Finalement, dans ces dialogues, qu'est-ce qu'on dira pour que le Congo aille de l'avant, pour que le vivre ensemble dont vous parliez revienne au Congo? Écoutez, j'ai fait des développements pour dire la vision que j'ai, moi, du dialogue. Est-ce qu'il y a un espoir dans votre vision? Mais bien entendu, sinon que je ne ferais même plus la politique. J'espère quand même que, et c'est un adage connu de tous, qu'aucun esclave n'a été libéré sur le fait de la magnanimité de son maître. Nous allons nous libérer, mais à la condition que nous prenions conscience de ce que nous sommes. Que nous puissions porter nos débats, nos orientations, nos politiques, en nous insérant, peut-être pas de manière frontale contre les autres, mais en nous insérant dans ce que j'appelle le monde de la civilisation. Merci beaucoup, honorable. Monsieur Aziz Dominique de Marseille, pour 1h30 comme l'honorable, parce qu'on y a pas assez de temps. Vous dites?
Pour une 30, comme l'honorable, il ne reste pas assez de temps. Oui, non, je me dis, le dialogue, moi, je vais bien. En tout cas, il est important. Y a-t-il espoir? Oui, y a-t-il espoir? Mais le problème de fond, c'est de dire, au niveau du dialogue, pour faire quoi? Au niveau du dialogue, pour voir l'intérêt national. Sur le dialogue qu'on fait parce qu'un tel a mal géré, moi je prends, un tel a mal fait l'excédent budgétaire, ce n'est pas ça le dialogue. Le problème de fond, quels que soient les pouvoirs, tous ceux qui ont pas dans cette vidéo, chacun d'eux assume une partie du pouvoir. S'il n'a pas été ministre, il est autorité quelque part. Donc ils sont comptables de la mauvaise gestion du pays sur toute la ligne. Le problème aujourd'hui, c'est comment faut-il faire pour que le pays sorte de l'ornière? C'est d'avoir en tête les idées fondamentales d'unification du pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Si nous allons nous applaudir, le pays on parle de l'égoïsme de ses citoyens, le pays on parle d'égoïsme des politiques. Il faut repartir avec une nouvelle élite politique, des jeunes qui rentrent aux politiques avec un autre logiciel et qui s'adaptent, qui devraient évincer le logiciel déjà tardé, qu'il faille reformater pour des nouveaux venus. C'est quoi? Nous pensons, nous qui rentrons en politique aujourd'hui, que la bonne politique, c'est d'avoir l'intérêt national d'abord en jeu. Donc, on parle de pour dire, nous avons échoué sur toute la ligne parce qu'on a réglé le problème sur la base des clans, sur la base des régions, sur la base ethnique. Tu entends dans un gouvernement, pour des questions de géopolitique, c'est un président du Nord, un premier ministre du Sud. Pour des questions... Non, on veut le gars brillant, soit-il du Nord ou du Sud, qu'il soit brillant. Du côté du politologue, finalement, la réussite d'un dialogue politique au Congo devrait ressembler à cette longue route qui part de Brazzaville à Ouesso, sinon de Brazzaville à Infondo et ses tentacules pour le développement du pays, en fait. Moi, je pense qu'il faut développer, à la suite de ce qu'a dit le professeur, il faut développer une conscience nationale. Et c'est cette conscience nationale, c'est le sentiment d'appartenir à une nation et qui nous permettrait de regarder dans la même direction. Et pour ce faire, nous devons avoir besoin des hommes d'État et non des hommes de pouvoir. Les hommes d'État calculent le prochain mandat, comment se maintenir au pouvoir. Les hommes de pouvoir, par exemple. Les hommes de pouvoir. Oui, calculent le prochain mandat. C'est ce qu'ils appellent les hommes de pouvoir. Et les hommes d'État, c'est pour la pérennité du pays. Voilà, l'intérêt de la nation. Comme on a cité le cas de Marien Ngouabi, dont je ne me cache pas d'être son épigone. Donc, voyez-vous, il faut, à un certain moment, regarder où est-ce que nous partons. Mais la base, c'est par là, je vais jeter par là, la base de tout cela, de la sortie, de prise d'otage avec les puissances occidentales, dont disait l'honorable tout à l'heure, c'est de mettre sur pied un système éducatif performant où une socialisation sur la conscience nationale doit se faire, à commencer par l'école primaire, enseigner les valeurs de la République et se mettre à l'école de la République. Tous ces éléments réunis feront en sorte que, aujourd'hui, les Congolais pourront se regarder dans la même direction et dire non. Quand il s'agit de dire non, on ne pourra pas regarder parce que moi, je m'appelle Dibara, celui qui est au pouvoir, ça s'appelle Nguesso, lui et moi, on parle la même langue, je dois m'aligner automatiquement sur ce qu'il dit. Non, c'est pas cela. Donc, voilà ce que je pense, c'est l'édification d'une conscience nationale cimentée qui fera en sorte que nous luttions contre tout ce qui viendra de l'extérieur. Mais pour moi, aussi, la France fait ce qu'il fait, c'est tout à fait normal. En politique internationale, on n'a pas de parents. C'est à nous de construire notre souveraineté en commençant d'abord par débarrasser par des soldatesques, c'est-à-dire une milice, on lui place de l'armée, on met sur pied une armée nationale avec une conscience nationale, c'est une police qui passe le temps à tabasser les citoyens. Vous avez une justice mise en place au service de l'individu. Merci beaucoup, le temps est passé. Construisons la conscience nationale. Pour l'honorable Saï, il y a eu 2 hommes d'État, leurs excellences, messieurs les présidents, Marien Ngouabi et Pascal Lissouba. Est-ce que vous avez des hommes d'État parmi les chefs d'État qui ont gouverné dans ce pays en 5 secondes? Vous avez des noms comme ça? Ou vous êtes pour Marien Ngouabi et Lissouba aussi? Non, il faut juger à titre posthume. Je ne focalise pas... Donc pour l'instant, il n'y a pas d'homme d'État. Pour moi, si le pays va mal, il va mal depuis longtemps. Et la responsabilité en combat tous ceux qui l'ont dirigé. Le problème n'est pas d'avoir une belle idée, mais c'est de l'appliquer. Vous aviez dit que Marien Ngouabi pour vous était un modèle. Est-ce qu'il y a un autre? C'est mon modèle politique, Marien Ngouabi. D'abord, c'est un modèle de patriotisme chez moi. Et vous souvenez, il a donné une citation que j'ai même répertoriée dans mes travaux de mémoire. Il disait, lorsque votre pays est sale, vous devez vous le laver et le rendre sa stabilité en le lavant avec votre propre sang. C'est un message au patriotisme que le président Ngouabi nous a envoyé. Je vois que M. Aziz veut dire un mot. Sinon... Non, tout juste pour dire que la clé fondamentale d'arriver à développer ce pays, c'est le patriotisme.
Si nous ne sommes pas patriotes, ce n'est pas la peine, ça ne peut pas aller. Merci beaucoup, cher monsieur. Je rappelle que vous êtes Constant Ibarapéa, vous êtes politologue, hein, vous êtes honorable Saï. Merci d'être venu. Vous êtes aussi professeur, parce que c'est comme ça qu'il vous a appelé tout au long de cette émission. Vous enseignez quelle matière, professeur, s'il vous plaît? Non, c'est fini. J'ai fait la philo dans ma vie. J'ai fait toute autre chose, mais enfin, c'est fini. C'est passé. Si vous dites de moi aujourd'hui que vous êtes agriculteur, alors là, je vous ferai des très bons développements. On ira voir vos hectares prochainement. Et vous êtes Asie Dominique de Marseille, journaliste. Merci à tous les trois d'être venus. La réussite d'un dialogue politique au Congo dépend de ce que l'on veut, mais notamment de ce qui anime ce dialogue, avec en toile de fond le patriotisme. Mesdames et messieurs, le débat de ce soir est terminé. Enjeu d'un nouveau dialogue politique au Congo, c'était le thème de ce soir. Le rendez-vous est pris pour le prochain débat. Au revoir.